Coucou les copains, cette semaine nous allons parler de grands moments de l'animation, de grands moments de l'histoire de Bugs Bunny. Comme à peu près tout le monde je crois sur cette terre, j'adore Bugs Bunny. C'est un de mes Looney Tunes préférés et au demeurant un de mes personnages de dessin animé préférés tout court. C'est un symbole d'intelligence, de verve et de créativité qui a su traverser le temps, c'est une icône tout à fait intemporelle. Du coup cette semaine on va revenir sur la naissance du personnage, on va sortir du chapeau quelques vieux dessins animés, et puis c'est tout. On est parti. Premier dessin animé, ça me permet de vous raconter une anecdote tout à fait top chouettos. La véritable origine du lapin est sujette à controverse. Bien sûr, on pourrait se dire que le personnage est apparu la première fois qu'il a été crédité, dans Un chasseur sachant chasser. Bordel, c'est dur à dire. Mais ce serait passé à côté de tout un tas de trucs pourtant super sympas. Porky et le lapin malin a été dirigé par Ben Bugs Hardaway. Et vous vous apercevrez un petit peu plus tard que c'est le genre de truc qui a beaucoup d'importance. Dans tous les cas, les carabistouilles sont déjà là, on connaît tout ça, mais le chara-design lui est absent. C'est très archaïque tout ça. Le personnage n'a même pas de nom à proprement parler, et a un design bien plus proche de celui d'un vrai lapin. Assez difficile dans cette position de lui confier le rôle de gros arnaqueur sympa qu'on lui connaît. Nous sommes alors en 1938, et figurez-vous que l'animation à la télé telle qu'on la connaît n'est pas encore véritablement née. Je vais pas me lancer dans une digression qui prendrait au moins 1 heure. Ouais. Au bas mot 1 heure, sur l'histoire de l'animation à la télé. Mais vous imaginez bien que si l'animation destinée à la télé en est au Paléozoïque, on ne produit alors pas de programme animé de la même manière, c'est un petit peu pénible. Oh c'est cool pour la vidéo cela dit, ça me permet de soulever un point important. La création de personnages à cette époque-là se fait de manière beaucoup plus lente, ça se fait par itérations successives. Tex Avery l'a déclaré lui-même, à l'époque il faisait bien ce qu'il voulait. Enfin ce qu'il voulait, tant que Schlesinger était prêt à allonger l'argent. L'acte de naissance de Bugs Bunny, en fait, on peut le trouver en s'attachant au réal. Ben Bugs Hardaway. Le nom du personnage Bugs Bunny vient d'ailleurs d'une anecdote toute bête. « 1939, un parallèle entre deux cartoons que j'adore, dans un élégant pas de 2 de transition. Je suis décidément très fier de ces conneries. Pour le Herum Skerum d'Hardaway, Charles Thorson avait été chargé du redesign du personnage dans le but de pouvoir le faire parler et de mieux le caractériser. Charles Thorson, par parenthèse, c'est absolument pas un inconnu, il était déjà à l'origine d'Elmer. C'est une anecdote rigolote parce que ça nous amène à un design de personnage qu'on connaît un petit peu mieux, vaguement, mais surtout Thorson, il avait écrit en légende de la model sheet du personnage, alors sans nom, Bugs Bunny, en référence au surnom de Ben Bugs Hardaway. Je sais pas pour vous, mais moi il m'en faut pas beaucoup plus pour inclure tout ça à mon canon. Pour ce qui est du dessin animé en lui-même, c'est encore une sombre histoire de carabistouille. C'est cela dit déroutant, puisqu'aucun personnage classique n'est là. C'est techniquement ultra fort, y a rien à redire, ça vaut la peine d'être vu. Mais on pourrait pourtant facilement passer à côté. Juste avant, Herum Skerum est aussi sorti Presto Chango de Chuck Jones. Pour vous resituer le truc et paraître un peu moins opaque et chiant à suivre, eh bien Chuck Jones, c'est un réal légendaire. C'est une figure forte de l'animation de cette période et sans doute un des plus grands réals de sa génération. C'est super, vous vous dites sans doute, le soleil brille sur Townsville, on est bien. Eh ben non, je peux décemment pas vous dire que c'est Bugs Bunny, parce que le personnage est muet. Vous voyez, même quand je l'écris, ça fait bizarre, Bugs Bunny muet. Et de la même manière, désolé pour le spoiler, mais il se fait attraper à la fin. Je refuse catégoriquement de vivre dans un monde dans lequel Bugs Bunny se fait attraper à la fin. Le parallèle est intéressant parce que dans les deux cas, nous avons un Bugs Bunny post-Hardaway mais pré-Avery. C'est la plus pure opposition entre le Bugs Bunny d'Hardaway d'une part, qui a techniquement quand même créé le personnage, et celui de Jones qui lui a donné ses lettres de noblesse avec quelques autres personnes. C'est une histoire tragique, c'est comment, à l'image de leur carrière respective, le lapin de Jones est monté aux étoiles quand celui d'Hardaway est complètement tombé dans l'oubli. Ça paraît larmoyant, hein, pour sûr, mais c'est du chipotage, c'est du débat de puristes là. D'autant plus qu'il a pas mal fini Hardaway, hein, il a écrit un tas de trucs. Il a co-créé Woody Woodpecker, il l'a même doublé pendant plusieurs années. Avance rapide de quelques années pour vous parler de quelque chose de sans doute un petit peu moins abscon. C'est dommage de parler de cartoon muet quand on parle de Bugs Bunny. C'est en fait sous la direction d'Avery qu'est né le Quoi de neuf Docteur dans Un chasseur sachant chasser. C'est le cartoon qui préfigure le rôle de Bugs Bunny bien plus que ceux d'avant, à savoir une figure à la fois forte et drôle, un genre de Clark Gable quoi, mais en moins mort.
C'est par parenthèse pas un hasard s'il a été une mascotte des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Bugs Bunny, hein, pas Clark Gable. Le cartoon d'Avery me permet de directement parler encore une fois d'une notion de chara-design. C'est quelque chose qu'on répète souvent, mais un design de personnage ça sert systématiquement une fonction. Avery n'était à l'époque pas satisfait du design du lapin de Thorson, qu'il trouvait bien trop mignon pour remplir sa fonction de petit malin. Il a donc engagé Robert Bob Givens pour redessiner le personnage, dans le but de faire correspondre son design à son rôle de blagueur qu'on connaît bien. La posture n'est plus la même, l'équilibre des volumes non plus, il peut se tenir debout correctement, et le visage a été repensé pour pouvoir exprimer une nouvelle gamme d'émotions. C'est selon tout un tas de gens dont je fais partie la véritable naissance du personnage en tant que tel. Je peux vraiment pas concevoir Bugs Bunny muet, désolé. La force du personnage depuis ce cartoon là justement, c'est sa faculté à mettre tous les types de conventions sociales de côté pour servir ses propres intérêts et être rigolo au passage. Rabbit Seasoning me vient directement à l'esprit quand j'en parle. Normalement c'est culte et ça parle à tout le monde. Le comique de l'épisode tient surtout sur la dualité Bugs Bunny ultra smug et Daffy Duck un petit peu à cran. Sur le talent de Mel Blanc aussi, mais surtout sur la volonté dans l'écriture des dialogues et dans la mise en scène qui est de placer Bugs en maître constant de l'action. C'est plus ou moins devenu la marque de fabrique du personnage ça. Tellement que le voir s'énerver ou simplement se faire rattraper par ses victimes est toujours un petit peu déroutant. Nous pouvons finalement en venir au dernier cartoon d'aujourd'hui. Selon moi, le tout meilleur Bugs Bunny, What's Opera Doc. Concrètement, c'est 6 minutes durant lesquelles Chuck Jones nous offre une parodie ultra drôle de l'anneau du Nibelung. C'est bien entendu plus que tout porté par la musique de Milt Franklin, qui a eu la force de compulser un cycle de 4 opéras de 15 heures, que je ne vous demanderai pas d'aller écouter. Faut pas déconner non plus, mais si vous le faites, vous avez mon respect infini. D'une manière générale, je ne saurais que trop vous enjoindre à faire attention au sound design des Looney Tunes. C'est aussi le moment de pouvoir jeter un œil au design de Maurice Noble et à ses choix de couleurs. C'est un réalisateur et scénariste notable de son époque. Sa gestion de la lumière pour What's Opera Doc et l'harmonie de ses designs sont suffisamment déroutants pour que je vous en parle. Même les moments tout bizarres là, avec du magenta et du rouge sont efficaces. Je ne saurais que trop vous conseiller de jeter un œil à son livre, qui a été préfacé par Chuck Jones d'ailleurs, c'est un petit monde. Il y est question de zen, d'harmonie, de gestion de l'espace et d'utilisation de la perspective, qui ont parfaitement servi What's Opera Doc, au cas où vous n'auriez pas la foi de lire des livres. C'est une production culte et sans erreur, un trésor que Jones a laissé à la postérité. C'était déjà culte dès sa sortie. La prochaine fois on parlera de quelque chose de sans doute un petit peu moins vieux. Et voilà. Après 3 réécritures, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, partagez, commentez, tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme à l'accoutumée, je me suis aidé d'un livre, et là, comme un con, cette semaine, j'ai oublié de le prendre, et donc je ne peux pas filmer de plan où je vous montre le livre. Mais le livre, c'est That's All Folks. C'est vraiment... ça regorge de ressources sur les Looney Tunes. C'est vraiment un chouette livre. Mais bon, il est tout en anglais, il est pas traduit, et c'est parfois un petit peu difficile. J'espère... Je te déteste, ambulance! Mais bon, c'est complètement en anglais, donc du coup, j'espère que vous êtes bilingués et vaccinés. Voilà. Bisous tout doux.